Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'élection présidentielle de 2025 sera inclusive pour ceux qui en ont droit. Le ministre d'État, porte-parole du RHDP, le ministre Adjumani, s'exprima ainsi face à la presse dans le cadre des rendez-vous du RHDP. En second point, nous observerons la réaction de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui, suite à cette information qui annonçait donc le rappel des diplomates burkinabés de Côte d'Ivoire. Ensuite, en seconde partie, l'adresse du nouvel an du président du COJEP, Charles Blé Goudé, attirera tous nos regards, ainsi que la situation de la peine de mort qui fait en ce moment débat au Congo. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Grand plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et merci de nous suivre. Nos amis sont là. Herman, bonsoir, merci d'être là. Et Barry, docteur. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous. Marius Komoué, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir la grande Christelle, bonsoir chez vous, bonsoir à tous et à toutes. Aïcha Crépi, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, ravie de vous retrouver. Merci. Alors, messieurs, observons donc la sortie du porte-parole du RHDP qui estimait que l'élection présidentielle de 2025 sera inclusive pour ceux qui en ont droit. Il n'était pas seul, justement, il était accompagné du porte-parole adjoint qui, lui, dans son adresse, a rappelé que la participation de tous les acteurs à une élection ne garantit pas la paix et la stabilité. Herman Aboua, quel commentaire vous en faites? Moi, je pense que les deux sont les porte-parole du RHDP, ils sont dans leur style. Hein. On les connaît pour leur verbe assez tranchant. Voilà. Donc, lorsque Adjumani parle de l'inclusion des élections, de l'élection présidentielle. Pour ceux qui en ont droit. Pour ceux qui en ont droit, c'est une forme d'inclusion, d'exclusion dans l'inclusion. Hein. Donc, il faut qu'on le note ainsi. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir aussi prendre un certain repère. Quand on parle d'élection présidentielle, on parle d'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas un mot qui s'est convoqué de lui-même dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est parce que lorsqu'on regarde avant 2010, les raisons qui ont mené à la rébellion, que les auteurs de la rébellion ont évoquées pour la tentative, hein, la tentative de coup d'État qui a échoué, qui s'est mis en rébellion finalement, ces raisons-là nous ont amenés à accepter une démarche inclusive de l'élection présidentielle qui devait avoir lieu d'abord en 2005 et après qui s'est reportée en 2010. Donc, si l'inclusion de l'élection présidentielle par le passé a fait son chemin, a permis d'aboutir à ce qu'il y ait une élection finalement inclusive en 2010, au cours de laquelle tous les candidats, tous les leaders politiques étaient candidats. On doit pouvoir, je veux dire on doit pouvoir aller dans ce sens-là à un moment donné. Surtout que, comme je dis toujours, on peut avoir condamné des personnes, mais on connaît toujours les raisons politiques qui sont dans les condamnations, souvent sous notre pic. Voilà. Donc, on ne va pas refaire le débat, les bien différents sûr. procès, Bien sûr. mais je pense bien qu'ils le disent, mais l'acteur principal qu'on attend sur la question, parce qu'on sait ce statut visé-là qui s'est adressé, c'est bien entendu sur le cas Laurent Gbagbo et le cas Charles Blé Goudé, qui sont aujourd'hui condamnés ici en Côte d'Ivoire et qui perdent leurs droits civiques, donc ils ne peuvent pas être sur la liste électorale. Moi, je pense que ces questions-là, surtout quand on était dans une crise politique, dans des procès politiques, il faudrait bien les questionner. Parce que quand on veut des élections apaisées, il faut justement permettre à ce que l'inclusion de l'élection soit vraiment inclusive et non pas créer une certaine exclusion dans cette inclusion. Barry, dans ses propos, le porte-parole adjoint continue en disant « Tous les acteurs majeurs en Côte d'Ivoire ont pu participer à l'élection présidentielle de 2010. » Quelle a été la conséquence? Il dit 3000 morts. Donc la participation de tous les acteurs à une élection ne garantit pas la paix et la sécurité. Sous quel postulat vous observez justement ces commentaires, Barry? Bon, je note que c'est un ministre, le porte-parole ou le porte-parole adjoint du gouvernement qui a parlé dans un contexte bien précis. On a dit que la thématique, ce sont les rendez-vous
du RHDP. Donc, on suppose que le message est adressé dans un cadre purement politique, adressé aux militants et au cadre du RHDP. Donc, il faut déjà conscrire les propos dans ce sens-là. Deuxièmement, quand il évoque, je l'ai dit hier, les discours politiques évoluent selon les positions et les enjeux. C'est-à-dire que celui qui occupe une telle position peut se retrouver demain à une autre position. S'il se retrouve à cette position, son discours va changer. Donc le discours sur l'inclusion ou sur l'exclusion dépend de qui est inclus et qui est exclu. Hier, peut-être que les cadres du RHDP étaient dans la même position que les cadres du PPACI aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient voir leur champion sur la liste électorale. Ils avaient un autre discours parce que, tout simplement, ce sont leurs intérêts politiques qui ont guidé leurs propos à cette époque. Là, ils sont en position de ceux qui gouvernent. Donc, ils ont un autre discours, ils ont une autre posture. Effectivement, lors du discours du président à la nation le 31 décembre, le président avait dit que les élections allaient être démocratiques, mais justement, il y a des spécialistes qui avaient attiré l'attention sur le fait inclusion n'a pas été qu'on n'avait cité, pas vu l'inclusion ressortir. Mais on s'est dit qu'avec la notion de démocratie, on prenait en compte tout ce qui est inclusion, parce qu'on ne peut pas faire forcément une élection démocratique sans inclusion. Et je pense que le contraire d'inclusion, c'est exclure. Donc, là où il y a expulsion, il y a germe de conflit. Même si le conflit n'est pas manifeste, il peut être latent. Et lorsqu'il est latent, qu'il se manifeste, il y a danger. Tout ça pour dire que les acteurs politiques doivent être responsables dans la posture dans laquelle ils se positionnent. Il ne faut pas prioriser seulement les intérêts politiques, même si on le sait que c'est comme ça que ça doit marcher, parce que le champ politique, il est dynamique. Donc, c'est ce que je voudrais dire à ce niveau-là. Alors, Marius, comme avec vous, on poursuit un peu le verbatim. Le porte-parole adjoint dit, continue en disant, cependant, les compromissions et les compromis politiques, ainsi que les petits arrangements, le pays en connaît depuis des années et cela nous a plongé dans la situation que nous avons vécue. Je pense que le défi pour nous, que nous avons aujourd'hui, est de revenir à un État normal, comme dans toutes les démocraties du monde, avec un État et des institutions qui fonctionnent correctement. Est-ce que vous pensez, Marius Komoué, que la messe est dite finalement avec ces propos-là et qu'on n'assistera pas à l'inscription du leader du PPACI sur la liste électorale? Quel est votre commentaire? Vous savez, les hommes politiques, bien sûr, c'est les hommes politiques. Et les propos qu'ils tiennent n'engagent qu'eux. Et ce n'est pas véritablement des propos de la République qui s'expriment, bien qu'ils soient ministres de la République. Non, c'est dans le cadre du parti politique, attention. Ouais, c'est dans le cadre du parti. C'est dans le cadre des rendez-vous du RHDP qu'il s'exprime. Et non dans le cadre donc, de la République. Non, ce n'est pas le gouvernement. Voilà. Et donc, il y a une nuance. Alors, il fallait déjà faire ce distinguo. Pour nous, nous en appelons toujours à la magnanimité, à la générosité, à l'indulgence et à la bienveillance. À l'humanité au total? À l'humanité du président, aux besoins du président de la République. C'est le seul et dernier recours. Il n'y a pas d'autre issue. Et pour M. Charles Blé Goudé et pour M. Laurent Gbagbo, de trouver une issue favorable à leur inscription sur la liste électorale. Je l'ai tantôt dit, je dis et je le répète. Il faut aller sur la table de discussion. Il faut que le président de la République accepte de recevoir son opposition, de discuter avec son opposition et de trouver des issues favorables au cas particulier de deux individus que sont M. Gbagbo. Je l'ai dit, le fait de les inscrire sur la liste électorale ne veut pas dire qu'ils auront gagné des élections. On l'a déjà vu, M. Ouattara a gagné largement les élections en 2015. Pourquoi pas en 2025 De quoi avons-nous peur? Moi, je pense qu'il faut plutôt s'organiser. S'il a un bilan, et tout le monde sait aujourd'hui quel est son bilan, il n'a pas à s'inquiéter. Hier, nous étions en conflit. La Côte d'Ivoire traversait une crise militaro-politique qui a coupé le pays en deux, obligeant les acteurs à s'asseoir et à discuter. Donc, des concessions ont été faites au point de parler d'inclusion de tous les acteurs politiques à l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même contexte. Deux individus ont été envoyés loin de nos terres pour être jugés par une cour internationale. Ils sont revenus à
acquittés de toutes les charges qui pesaient contre eux. Nous, on a été à l'école. Hein. Cela dit, ça nous en appelons à la magnanimité parce qu'il ne reste que l'Assemblée nationale pour légiférer sur un cas probable d'amnistie, de sorte à permettre au président de la République d'en signer le décret d'application. C'est tout ce que nous lui demandons. Très bien. Pour le reste, c'est les Ivoiriens, comme un seul homme, qui auront choisi celui des hommes politiques qui aura présenté le meilleur projet de société et le meilleur programme de gouvernement pour assurer leur destinée. Très bien. Aïcha, quand vous avez écouté Herman, Barry et Marius Kommo justement sur le sujet, comment est-ce que vous l'abordez, vous ? Oui, alors pour embrayer un peu sur ce que mes prédécesseurs ont dit, pour moi le message est clair. Hein. Comme à l'accoutumée, M. Adjoumani a été d'une clarté qui n'a pas d'équivoque. Le message est clair, il est précis, il est concis, il n'y aura pas de compromis, ça a été dit mot pour mot. Il n'y aura non plus de compromission, donc la réponse ne sera pas politique apparemment, comme attendu, ni non plus humaniste. Hein. Là, il faut aller en direction de ceux qui organisent en fait les élections. La réponse doit être judiciaire, c'est ce qu'on a compris. Voilà, ça a été dit avec, mot pour mot avec force détail. Donc là, on peut dire clairement que les dés sont un peu jetés du côté des deux candidats, en tout cas qui ne sont pas pour l'instant éligibles. C'est quand le PACI, le président Charles Blé Goudet, le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. C'est quand on dit, le Premier ministre quand on dit, oui, parce que quand on dit que l'élection présidentielle ne sera inclusive pour ceux qui en ont droit, en fait, là c'est clairement énoncé, en fait, la messe est dite. Où est la société civile ? C'est la question que je veux poser. Qui devrait... Là, si on n'a plus de recours, hein, on va aller voir au judiciaire. Si le judiciaire ne fait rien, on va dire qui il reste en fait. Si on a des partisans... Pour soutenir ces candidatures-là. Ceux qui disent que c'est une injustice. En fait. L'inscription. Voilà. Si on parle d'injustice, il y a quand même des gens qui vont dénoncer l'injustice. Comment est-ce qu'on fait? Si au niveau politique, ça ne marche pas, il faut trouver des solutions concrètes. Je veux dire, j'ai toujours dit, et je redirais ici, la politique, c'est dans les tripes. Quand on a des partisans et qu'on a vécu une injustice, si on est condamné à tort et qu'on n'a pas de raison d'être inéligible et qu'on l'est, ça doit soulever normalement des questions. Quel genre de solution? Je propose des solutions. Je veux dire, ça m'étonne de voir beaucoup de plaintes virtuelles, entre guillemets, très peu de concret à ce niveau-là. Donc, plusieurs lois ont changé dans beaucoup de pays. Il y a même des présidents qui ont changé d'avis, rétrogradé sur plusieurs choses. Et je pense qu'il aurait fallu, il faut être stratégique quand on veut quelque chose, il faut être stratégique en politique. Peut-être que le timing est un peu serré, qu'il aurait fallu avoir de bonnes relations avant. Je pense aussi, excusez-moi, j'aurai encore des critiques, accepter l'objectivité. Je pense aussi que dire que l'ONU a demandé si, ça, c'est pas non plus la bonne solution. Très bien. Voilà. J'écoute Barry là-dessus et ensuite Herman. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le président Gbagbo, effectivement, a été condamné par rapport au braquage supposé de la BCEAO. Mais il y a une information capitale aussi qu'il faut qu'on donne. Laquelle? C'est que le président Gbagbo a été gracié. Maintenant, là où il y a problème, c'est son inscription sur la liste électorale parce qu'il est privé de ses droits civiques. Et lui et Charles Blé Goudet, et je crois, Guillaume Soro. Qu'est-ce qui reste comme solution? Parce que là, en appeler au peuple, le peuple dans l'ensemble peut se mobiliser si c'est une question qui concerne toute la nation. Mais là, c'est une question politique. Donc, ce sont les militants des partis politiques concernés qui peuvent être mobilisés. Mais les militants se mobilisent sur ordre de leur leader. Si le leader n'a pas appelé à manifester, je ne vois pas comment quelqu'un dans le parti... Est-ce que ce serait la solution? Non, en démocratie, la Constitution confère le droit de manifester à chaque citoyen. Mais le parti, je crois, le PPACI a dit qu'il s'inscrivait dans un cadre de dialogue. Tout à fait. Il y a deux solutions qui lui restent. La première solution, c'est le groupe parlementaire PPACI ou un autre groupe parlementaire qui peut saisir l'Assemblée nationale pour faire passer la loi d'amnistie. La deuxième solution, c'est le président de la République qui est en même temps le président du RHDP qui peut, dans le cadre à la suite d'un dialogue politique, discuter avec ses députés pour que, si la loi elle est introduite, parce que forcée, même si le président prend la décision, la case Assemblée nationale est inévitable. C'est clair. Donc le vote peut passer. Donc, tout est une question d'intérêt et d'enjeu politique. Très bien, Barry. Et ce sont les acteurs qui peuvent trouver la solution. Alors, Herman, avant d'avoir votre point, pensez-vous que ces deux axes de solution pourraient être utilisés? Oui, mais moi, je comprends la démarche intellectuelle d'Aïcha Crépy. Hein. Effectivement, dans un état de droit, dans une république, lorsque les populations, le peuple,
a comme droit ou bien moyen de s'exprimer les manifestations. Le peuple ou les partisans? Non, je parle du peuple d'abord. Oui, d'accord, ça on est d'accord sur la base. Les partisans, après, bien sûr. Donc, ils peuvent manifester. Mais dans un pays en même temps où, dans lequel il y a récemment, il n'y a pas très longtemps, des manifestants contre la vie chère ont été arrêtés et certains ont été condamnés. Donc, il faut aller voir ça. Moi, je crois que ce n'est pas parce que les partis de l'opposition aujourd'hui ne voient pas toutes ces options. Mais en même temps, il y a comme un cadre. À moins que ces partis politiques, on leur demande de forcer cela. Mais ça, c'est à eux de prendre leurs responsabilités là-dessus. Ce que je veux dire, pour ma part, sur la question, j'appelle encore, c'est pourquoi j'ai bien aimé le développement de M. Komoué tout à l'heure. On est dans un contexte qui n'est pas forcément différent de celui qu'on a vu. En Côte d'Ivoire, on règle souvent certaines choses, surtout que ce sont des questions politiques avec la démarche politique. Voilà pourquoi il faut espérer que le dialogue politique qui s'est arrêté depuis mars 2022 reprenne son cours. Pourquoi est-ce que le pouvoir refuse à ce jour de discuter avec les leaders des partis politiques de l'opposition? Il faut échanger si on n'a pas un cadre. C'est comme si quand on entend les différents lieutenants du camp RHDP parler, c'est comme si, bon, on va faire ça, ou vous pouvez, allez-y, vous plaît, où vous voulez, ça ne passera pas. C'est propre. Moi, je pense qu'il y a une certaine arrogance dans la façon d'adresser la question. Parce que les mêmes contextes pour lesquels on a manifesté avant 2010, et puis on a obtenu des choses, aujourd'hui, on estime qu'il faut respecter les règles. C'est bien beau de respecter les règles. C'est bien beau de respecter les règles, mais ce n'est pas à géométrie variable ou ce n'est pas à temps changeant. Je reviens sur ma question. Est-ce que vous pensez que les deux axes, Barry, et c'est sur votre argumentaire que je me positionne, vous avez dit qu'il y a deux axes de solution. Est-ce que vous pensez justement que ces deux axes-là seront utilisés? C'est ça le point. Au-delà de l'aspect du peuple qui devrait manifester, est-ce que, je préfère dire les partisans, je préfère aller sur la vision des partisans, parce qu'ils font partie du peuple, mais le peuple dans son entièreté, c'est une autre notion. Mais les partisans qui se reconnaissent en une idéologie, là, c'est tout autre. Alors, est-ce que vous pensez justement que ce serait la bonne solution? Quand on connaît un peu le contexte sécuritaire, quand on connaît un peu tout ce qui se passe autour de nous et que quelques personnes pourraient utiliser certaines manifestations à l'effet de créer donc du désordre dans cette nation-là, quelle serait la bonne solution? Et Barry a posé deux points sur lesquels j'aimerais qu'on puisse s'étendre. Bon, OK. Jacques Crépy a proposé la manifestation. Lui, il a choisi l'angle amnistie et autres. Oui. Moi, je pense que toutes ces questions-là, toutes ces démarches-là, c'est dans la main d'une seule personne. L'amnistie, aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui légifère sur une loi d'amnistie. Et après, qui est porté par un groupe parlementaire. Oui, un groupe parlementaire. Même un citoyen lambda peut proposer une loi d'amnistie. Mais je veux dire que c'est une question de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire est détenue par le RHDP. Donc, il suffit juste de la volonté du président du RHDP, qui est en même temps le président de la République. Marius parlait de magnanimité du président Ouattara. C'est ça. S'il actionne son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, est-ce que son groupe parlementaire se met sur sa position, forcément, une loi d'amnistie peut passer. Donc la question doit pouvoir être réglée. Quand on dit tout cela, ça vient, même le judiciaire et autres, le législatif, c'est la question de celui qui actionne cela. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, quand même, plus ou moins, on est en face. On peut reconnaître que l'opposition ivoirienne est plus ou moins civilisée. Très bien. Barry et ensuite Marius. Barry. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que les propos des hommes politiques, il faut toujours les nuancer. Parce que, surtout lorsqu'ils sont dans le cadre du militantisme, c'est-à-dire qu'au sein de leur parti. Le ministre Adjoumani, par exemple, c'est vrai qu'il porte la voix de son parti. Mais je pense que les instances du parti ont un chef. C'est le président du parti. En l'occurrence, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, c'est si le président Ouattara tient ses propos, par exemple, officiellement... Mais c'est quand même le porte-parole. Non, je veux dire le porte-parole. Les hommes politiques, on sait toujours qu'ils peuvent dire aujourd'hui ça,
demain après-midi, il change de discours. Pensez-vous que cela soit sa c'est- position personnelle, pas la position Non, du parti? il peut le dire dans un contexte bien précis. C'est pourquoi je dis qu'il faut nuancer. Maintenant, revenant à l'Assemblée nationale, ça peut arriver s'il y a un cadre de dialogue qui est défini. Et au niveau du cadre du dialogue, il y aura des recommandations. Et ces recommandations-là prendront en compte les accords et les avis de tout le monde. Ensuite, on soumet la loi et ça passe. Moi, je ne suis pas trop pour les manifestations pour 2 raisons. Le contexte sécuritaire, ça peut dégénérer à tout moment. C'est vrai que si aussi l'État autorise, les forces de l'ordre peuvent encadrer les manifestants pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais je veux dire que si vous n'arrivez pas à mobiliser aussi, parce qu'il y a cet élément-là, si vous lancez un mot d'ordre qui ne passe pas, dans votre camp, vous démoralisez les troupes. Pardon, Et le président Gbagbo Il finit. n'est pas le seul, je l'ai dit. Il y a M. Charles Blé Goudé, il y a le président Gbagbo, il y a M. Soro Guillaume qui est en exil, qui sont concernés. Donc la loi d'amnistie touche toutes ces Devrait personnes. toucher toutes ces 3 Oui, oui. personnes. Non, je voulais juste Aïcha. préciser ma pensée. Quand j'ai parlé de manifestation, ce n'était pas forcément par rapport au côté dérangement, faire du bruit, etc. C'était plus pour que peut-être les autorités compétentes puissent entendre qu'il y a un désir effectivement d'inclusion. Et De la non pas part des seulement partisans, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est pour que ça puisse faire écho en fait. Et là, effectivement, une partie du peuple demande, cette partie-là a besoin aussi d'avoir un candidat représenté. On a besoin de les entendre aussi peut-être. C'est une option, voilà. Donc, D'accord. Enfin, vous avez essayé de préciser votre pensée, mais Les qu'à cela, pas- le moins, lorsqu'on dit que les partisans puissent faire du bruit pour se faire entendre, ça pourrait donc aller à tout le moins à toutes sortes d'interprétations. Mais vous avez quand même essayé oui, de je donner sais. le véritable là. Christelle, il ne faut pas avoir peur c'est un droit. Et c'est au pouvoir d'encadrer pour ne pas qu'il y ait un La désordre. vision de Aïcha telle qu'elle le dit, ce n'est pas créer du désordre. Oui, mais Et la c'est ça qui était manifestation... bon. C'est ça qui était bon de pouvoir Mais préciser dans sur le plateau. Les auteurs de manifestations, ceux qui initient une manifestation, l'objectif, ce n'est pas de faire créer un désordre. Très bien, Herman. Écoutons Dans Marius les Komoué. faits, et ils n'ont pas tort certainement de le relever, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Mais dans le contexte-ci... Bon, on ne restera pas sur le sujet aussi. Non, sur le point, voilà. je le dis rapidement et je vais. Dans le contexte-ci, je n'invite pas ou je n'inviterai pas les partis de l'opposition et ceux qui sont concernés par cette affaire d'exclusion, donc, de se lancer dans cette initiative. Il faut privilégier la voie de dialogue parce que pour nous, qui sommes leaders de la société civile, on sait bien ce que veut dire des manifestations en Afrique. Très bien. Sous nos cieux. Donc, cela dit, que veut dire le mot exclusion? Parce que quand le ministre Adjoumani, qui n'est pas n'importe qui au RHDP, il est quand même ministre d'État et porte-parole principal du parti au pouvoir. Quand il dit, par exemple, que l'élection à venir sera inclusive pour ceux qui remplissent les conditions. Mais que veut dire inclusive? Mais c'est ce qui n'exclut personne. C'est ce qui intègre des personnes ou un groupe de personnes qui ont été, par exemple, qui ont été exclus. Donc, or, dans le cas d'espèces, quels sont ceux qui sont exclus et qui ne remplissent pas les conditions? C'est bien M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo. Donc, le disant, il nous fait comprendre, parce que nous aussi, je le dis toujours, on a été à l'école. Très bien. C'est Guillaume Soro. Oui. Ben oui, Guillaume Soro également. Donc, le disant, il nous fait comprendre que ces 3 personnalités ne seront pas sur la C'est liste la question que je électorale. vous posais tout à l'heure, Marius, en disant, Marius Komoué, est-ce qu'à l'approche de ces propos, vous ne pouvez pas, enfin, est-ce qu'on peut imaginer que la messe est dite et vous m'avez dit oui? Ah mais oui, on ben, revient si encore on s'en là-dessus. tient quand même au statut de la personne qui a prononcé ces phrases, qui n'est autre que le ministre Adjoumani, Oui. ministre d'État, bon, on peut dire que la messe est dite parce Très que bien. quand même il est dans le secret des dieux. Et Très donc bien, c'est l'un des Marius. décideurs de la République. Merci beaucoup. En tous les cas, on va observer de très très près ce sujet-là et puis voir comment est-ce qu'il sera développé. Mais en tout cas, sérénité et paix en Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous retenons. Oui, absolument. Voilà, quelle que soit la situation, sérénité et paix en Côte d'Ivoire, nous en avons besoin. Regardons notre deuxième thématique, messieurs, et allons du côté des relations Côte d'Ivoire-Burkina. Il circulait donc sur certains réseaux que les diplomates burkinabés avaient donc été rappelés de Côte d'Ivoire. Il n'en est rien. Côté ivoirien, le porte-parole du gouvernement a réagi lors de son point de presse après le Conseil des ministres hier. Il disait, si tel était le cas, le ministère des Affaires étrangères informerait le gouvernement et à partir de ce moment, vous aurez une réaction. Le Burkina n'a pas attendu, ils ont réagi. Ils ont également tenté de dissiper, ils ont dissipé même les malentendus
en disant que le rappel de certains membres de la mission diplomatique en Côte d'Ivoire faisait partie d'un mouvement normal et respectait les pratiques diplomatiques habituelles. Cette démarche ne devrait pas inquiéter et mettre à mal les relations entre les deux pays. Aïcha, nous commençons avec vous. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal au total. Oui, plus de peur que de mal. Il n'empêche que les diplomates qui étaient là sont quand même partis. Ça, ce sont les faits. Donc voilà, moi, je voudrais juste revenir sur le... Mais il a précisé de partir dans un mouvement habituel, Tout à fait. mouvement de diplomates. Dont le porte-parole du gouvernement dit ne pas avoir eu vent. Ne pas avoir été informés, en tout Non, cas. il dit si tel était le cas. Non, c'est Oui. pas ce qu'il a dit. Oui. Il a dit simplement, s'ils avaient quitté la Côte d'Ivoire, comme certains l'annonçaient, qu'ils avaient été rappelés par Ouagadougou, ils seraient informés par le ministère des Affaires étrangères. Mais pour l'instant, en un mot, les deux communiqués, du moins, vont dans le même sens. Il n'y a pas fait la demeure. Oui, Voilà. justement. Et tant mieux. On a on a 3 millions de Burkinabés sur le territoire ivoirien, des relations très très bonnes depuis très longtemps. D'un point de vue diplomatique également, ça n'a pas vocation normalement à changer. Comme je le disais, peu importe les relations, les tensions politiques au niveau des nouveaux chefs d'État peut-être ou autres, voilà, la diplomatie, c'est en tout cas dans la définition du Larousse, c'est l'habileté, l'adresse, la souplesse, la prudence dans la conduite d'un entretien, d'une affaire. On doit rester absolument diplomate, c'est ce qui nous reste quand tout va mal. Et encore une fois, heureusement que ces communiqués sont arrivés pour clarifier les choses. Donc c'est le mot que je voulais passer. Je voulais me concentrer sur le côté terre d'accueil que l'on est. Peu importe ce que l'on dit sur la Côte d'Ivoire, qui a un peu le bon dos en ce moment, on est une terre d'accueil, on est une terre d'hospitalité. Ça a été prouvé récemment encore pendant la CAN et on la restera. Cette démarche, selon le gouvernement burkinabé, en prenant quelques mots du communiqué, ne doit en aucun cas être interprétée comme le signe d'une brouille entre les deux nations qui entretiennent des relations historiques solides, Herman. Oui, Crépy l'a rappelé, hein, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est deux jumeaux, je dirais souvent. Vous partez au même à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, il y a autant d'Ivoiriens qu'on ne trouve de Burkinabés ici en Côte d'Ivoire. Donc il y a des liens séculaires, il y a d'abord ça. Et quel que soit, et là-dessus, on a pu l'observer, quelles que soient les différentes tensions qu'il y a entre les deux pays, les peuples restent concentrés et souvent la diplomatie continue tant bien que mal de fonctionner. Moi, je dis qu'entre deux nations, lorsque les relations sont des relations de respect, de confiance, il n'y a pas droit où il n'y a pas de soupçons et autres, forcément, les relations restent intactes, il n'y a pas de conflit. Les conflits arrivent lorsque on commence à perdre confiance en l'autre et que souvent on a des suspicions de part et d'autre. Moi, je pense que ces différentes questions-là, jusque-là, les deux téléphones ont toujours bien fonctionné, les deux coups de fil ont toujours bien fonctionné. On attend de voir, je ne voudrais pas qu'on regarde les tensions souvent politiques ou militaires qu'on observe. En dessous, la diplomatie continue de fonctionner. Varie chose rassurante, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de brouille entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, selon le communiqué. Pensez-vous qu'avec l'arrivée du Premier ministre burkinabé, on pourrait encore arriver à un réchauffement des relations entre ces deux pays frères? Le réchauffement est obligatoire parce qu'il y a trop d'intérêts qui lient les deux pays. Il y a d'abord le volet accueil de part et d'autre. En tout cas, moi, quand j'ai lu l'article d'un certain média, c'est l'article même qui prêtait à confusion. Parce que dans l'article, c'est comme si le Burkina Faso avait fait un rappel diplomatique. Il n'y a pas eu de remplacement. Alors que quand on écoute le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, c'est la même routine administrative qui existe dans tous les États du monde. À un moment donné, l'ambassadeur peut être admis à faire valoir. Et il n'y a pas d'ambassade entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Enfin, il n'y a pas d'ambassadeur, le chargé d'affaires. C'est ce qui est dit. Le chargé d'affaires peut être appelé par son responsable, qui est le ministre des Affaires étrangères. Mais tout ça se fait dans un contexte de suspicion vis-à-vis... Vous pensez? Oui, par rapport aux propos qui ont été tenus récemment par le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Voilà, donc c'est par rapport à ça que certaines personnes ont pensé qu'il y avait conflit. Mais moi, je pense que la communication entre Abidjan et Ouaga n'a jamais été coupée. On se souvient historiquement des tensions pendant la présidence du capitaine Thomas Sankara, paix à son âme. Il n'y a jamais eu de rupture. Et là, je ne pense pas que le capitaine Traoré, qui dit être soucieux de son peuple, va
se brouiller avec la Côte d'Ivoire et rappeler ses diplomates alors qu'il a 3 millions de ses concitoyens ici qui seraient dans une certaine situation où ils ne pourraient pas renouveler leurs pièces administratives et beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, il est notoire de rappeler à toutes les parties, c'est vrai que ça s'agite au niveau de certains individus, excusez-moi, en griffe, mais la Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés. Et il n'est dans l'intérêt des personnes que ces deux pays se fâchent. Parce que sur le plan économique, le port autonome d'Abidjan engrange beaucoup de capitaux liés aux échanges commerciaux avec le Burkina Faso. Le Burkina, c'est l'un des pays qui investit le plus dans l'économie ivoirienne et vice-versa. Au-delà des liens entre les populations, il y a des enjeux économiques qui sont énormes de part et d'autre. Alors, Marius, comme on a toujours l'impression que lorsqu'il y a juste un petit vol d'oiseau entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, certains ennemis du progrès pensent toujours au pire. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce que les deux États rassurent au total? Finalement, ils vont dans le même sens. Oui, bien sûr, parce que tout simplement, de toutes les façons, à regarder l'histoire de ces deux pays, il n'y a même pas un tant soit peu à songer qu'un jour, ces deux pays viendraient naturellement à se regarder en chien de faïence. Et à rappeler leurs diplomates. Non, ce n'est même pas envisageable. Barry le disait tantôt, mais est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, en dehors de ce qu'il a cité au plan économique, relativement aux investissements de Burkina Faso dans l'économie ivoirienne, est-ce que les Ivoiriens savent que le Burkina détient au moins des actions dans le capital de la CIR, de la Société de raffinage de Côte d'Ivoire? Oui, le Burkina est actionnaire à la CIR. Il y a pas mal d'intérêts en tout cas. Il y a beaucoup d'intérêts au niveau de la cimenterie en Côte d'Ivoire. Une bonne partie des sociétés de cimenterie sont des sociétés burkinabées dans le secteur. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin, mais je peux vous dire que on n'a même qu'à regarder le peuple burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Beaucoup aujourd'hui sont mariés à des Ivoiriennes. Des Ivoiriens sont mariés à des Burkinabés, des jeunes dames burkinabées, de part et d'autre. Voilà. Et donc, on ne peut plus, on est embrigadé. C'est une sous-région où les uns et les autres sont embrigadés. Et donc, quel que soit ce que nos politiques font, les populations elles-mêmes sont liées les unes envers les autres. Donc, je suis très heureux de savoir que cette situation, finalement, n'a été simplement qu'une psychose gratuite voulue par une certaine presse, comme pour employer les termes de Barry, mais dans les faits, eh bien, le Burkina vient de nous donner des assurances avec justement ce communiqué qui nous rassure à plus d'un titre. Barry, la question est la suivante. Comment amener la paix, la stabilité au total entre les deux nations, que les politiques se rencontrent et se parlent comme à l'époque? Est-ce que c'est toujours possible selon vous? Ça sera possible un jour, Barry? Oh, mais écoutez, Christelle, l'Allemagne et la France se sont battus pendant des siècles. Après, les deux pays se sont assis, alors qu'il n'y a jamais eu de guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de dialogue. Je pense que tout ce qui peut éteindre cette fumée noirâtre et sombre qui essaie de nuire aux relations entre les deux pays, une rencontre entre le président Ouattara et le capitaine Traoré tuerait tout ça dans l'œuf. Absolument. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a fait une demande. Les autorités burkinabées même ont dit que c'est à la demande des autorités ivoiriennes qu'il y a eu la rencontre à la frontière entre le général Kassoum Koulibaly, ancien ministre de la Défense du Burkina Faso, et le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est dans des dispositions de discussion. Maintenant, au Burkina, il y a un nouveau gouvernement. Je pense peut-être que le nouveau Premier ministre va essayer, à mon avis, de renouer, de rassurer les Ivoiriens, de surtout rassurer les Burkinabés qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, au-delà des divergences politiques, il ne peut y avoir de conflit parce que ce serait... Excusez-moi, en griffe, quelqu'un a dit que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la plus bête d'Europe, mais c'est la guerre la plus stupide du continent africain. Et ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas. Très bien. Herman, votre point là-dessus? Ce que je voulais ajouter, c'est que... Comment raffermir les relations? Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Vous voyez bien que la démarche, quand on regarde les différentes notes diplomatiques que les deux parties ont échangées, les différents messages, ça se voit qu'il y a une accalmie.
tout ce qui est conflit, dans le ton, c'est cela? Dans le ton, dans la façon d'aborder. On a vu la réaction du Burkina qui va dans le même modéré, ton tempéré, ouais. que celle du du porte-parole. C'est très, très différent. À un moment, d'ailleurs, même vous voyez que le chef d'État, Ibrahim Traoré, il ne vient plus faire tout le temps les shows qu'il faisait. Peut-être que ses adresses à la nation, pas des shows. Non, par moment, il prenait souvent 10 minutes, 15 minutes, ses allocutions, il va partout. Voilà. Maintenant, il ne le fait pas, surtout qu'il est devenu une grande star au Ghana lorsqu'il y était pour sa dernière visite. Voilà. Il était grand star, ça veut dire que, mine de rien, aujourd'hui, plus ou moins, ils comprennent... Pour la prestation de serment du président du nouveau président John Dramani ghanéen. Donc je veux dire qu'ils comprennent tout cela, ils savent que la Côte d'Ivoire c'est un poids, il ne faudrait pas brouiller totalement. Il y a quand même des points de discorde, mais c'est des choses qui peuvent être réglées entre, je pourrais dire, le président Ouattara et son petit frère, peut-être même son fils. Aïcha, votre avis justement sur la question, le raffermissement des relations pourrait venir comment? Oui, merci Herman d'avoir soulevé le point. Moi, je suis très contente aussi de ce communiqué. Un peu de douceur enfin envoyé en direction de la Côte d'Ivoire, merci. Je suis très contente de l'avoir lu. Et je voulais juste préciser, peut-être faire attention aussi aux médias. Certains médias parfois qui instrumentalisent. Faut faire très attention dans les climats comme ça où il y a un peu de tension, un peu de à ce qu'on lit et utiliser son esprit critique, absolument. Donc on voit très bien parfois que certains médias appuient plus d'un côté que d'un autre. Il faut dans ces cas-là faire ses propres recherches et développer son esprit critique, absolument. Très bien, Marius, un dernier mot là-dessus? Non, mais je prends à mon compte tout ce qui a été dit par mes dévanciers. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays frères. Hier, c'était la haute Volta et la basse Côte d'Ivoire. C'était le même pays pour une même entité. Et donc, nous devrons continuer justement à privilégier ces liens historiques qui unissent... Pardon, séculaires, oui, bien sûr. Merci pour l'expression. Ce lien séculaire qui unit régulièrement ces deux États. Et je pense que nos autorités au niveau national l'ont si bien compris que malgré quelques pics venant donc des autorités burkinabées, n'ont jamais fait de déclarations pouvant justement envenimer la situation. Et je pense que cette façon de voir les choses, cette méthode, cette attitude garantit justement une stabilité dans les deux pays et surtout dans les relations entre les deux pays. Nous allons réagir un peu sur ce qui se passe au Congo, les Kuluna et la peine de mort. Restez en notre compagnie. Et puis, on va décrypter, comme on l'a dit à l'entame de mes propos pour cette émission, de cette émission du moins, les propos, l'adresse donc du Nouvel An de Charles Blé Goudé, président du COJEP. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là, Aïcha, Marius, Barry, Herman. Après donc ces petits temps de petits rafraîchissements, on va dire, on revient pour parler donc de Charles Blé Goudé qui a fait donc son adresse. Une adresse assez particulière parce qu'il a dit simplement des choses qui attirent notre attention. Il dit « J'ai longtemps parlé pour vous depuis les bancs des collèges, des lycées, des universités. J'ai longtemps marché avec vous pendant les situations les plus difficiles que notre pays a connues. À présent, il est l'heure que vous me mettiez en capacité de décider pour vous avec vous. » Et cette phrase, je pense qu'il va être très virale. J'ai servi derrière, j'ai servi au milieu. Il est maintenant temps, il est l'heure pour que je puisse servir devant. Au total, Herman Aboua, Charles Blé Goudé se présente-t-il comme un candidat? Il ne l'a pas encore dit, on va le déclarer, mais dans tous les cas, on comprend dans la démarche de Charles Blé Goudé qu'il ambitionne de diriger son pays et c'est à justice, c'est un fils du pays, donc c'est normal, il a l'âge pour. Je crois bien qu'il est de très loin plus âgé que le président français et bien d'autres chefs d'État qu'on connaît. Donc, moi, ce que je constate chez l'homme, c'est qu'il y a une certaine maturité par rapport, lorsqu'il dit, par exemple, qu'il a une dette morale envers surtout les Ivoiriens. Moi, je pense qu'il voulait parler des jeunes. Vous savez bien que Charles Blé Goudé, il a été de façon très précoce, jeté devant la lutte
politique. On se souvient bien de cette adresse où il appelait tous les jeunes patriotes, les Ivoiriens à sortir. Et aujourd'hui, il sait bien que les nombreuses victimes de la crise post-électorale, bien qu'il ne soit pas le coupable direct, il est aussi par sa voix que ces jeunes ont écouté et autres, ces messages que ces jeunes ont écoutés, il sait que il est aussi responsable de tout cela. Donc il a une dette morale vis-à-vis des Ivoiriens, donc vis-à-vis de ces jeunes-là. On ne va pas revenir sur l'épisode de l'Ivoire et plein d'autres aspects de la crise post-électorale qu'on a connue en 2011. Mais il veut justement, peut-être qu'il se présente cette ambition politique, il a envie de gouverner son pays. C'est né de là, c'est essayer à réparer aussi ce qu'il n'a pas pu faire pour ces jeunes, leurs questions au quotidien, questions d'emploi, questions de réinsertion sociale, leurs questions de toute cette génération. Je veux dire, en 2000, vous prenez de 2000 jusqu'à maintenant, 25 ans, il y a des gens qui sont passés de 20 à 45 ans et qui sont souvent aujourd'hui en chômage et autres. C'est toutes ces questions-là qui le poussent à ambitionner de vouloir diriger aussi la Côte d'Ivoire. Donc moi je trouve qu'il a beaucoup changé aussi, pour terminer vite par là. Oui. Il a une méthode de message qui est beaucoup, qui n'est pas revancharde. Voilà. Et vous savez bien que dernièrement, il y a eu 6 hectares de sa plantation de 42 hectares qui a été brûlée. Et quand on a échangé avec lui, il dit c'est pas bien grave, vous voyez qu'ils n'ont pas vraiment communiqué à grande échelle sur cet aspect-là. Parce qu'il sait que lorsqu'on veut devenir président de la République, avoir certaines fonctions au sommet de l'État, il y a des coûts et il accepte de les prendre. Moi, je pense que c'est cette transfiguration que je souligne sur lui. Très bien. Barry, comment est-ce que justement, dans le fond, dans la forme, et puis au total, il est prêt à servir devant aujourd'hui, mais en même temps, reconnaissons-le, il n'est pas encore inscrit sur le fichier électoral. D'accord, Christelle. D'abord, je voudrais saluer l'attitude républicaine de Charles Blé Goudé, qui, comme le président Gbagbo, ne se sont pas exprimés le 31 décembre. Parce que ça aussi, il faut qu'on essaie de le cultiver. Le 31 décembre, c'est la République, c'est le président de la République. C'est-à-dire que c'est l'institution. Il ne faut pas voir M. Alassane Ouattara, il ne faut pas voir l'individu, mais il faut voir l'institution. Je crois qu'en France, c'est comme ça que ça se fait. Quand le président parle, les jours suivants, les autres, ils parlent. Mais le 31 décembre, c'est réservé au chef de l'État. C'est pour le président de la République qui s'adresse à la nation. Et je remarque que depuis le retour de M. Charles Blé Goudé, il s'inscrit dans cette dynamique. Le président Gbagbo, c'est pareil. Le président Bédi Épée, à son âme, il faisait la même chose. Il ne parlait jamais le 31, mais il s'exprimait. Soit la première semaine où il recevait ses cadres. Donc ça, je voulais le noter. Et cette posture aussi dénote du changement de profil politique de M. Charles Blé Goudé. On a connu Charles Blé Goudé, leader syndical estudiantin. On a connu Charles Blé Goudé, leader des jeunes patriotes durant la crise durant la crise militaro-politique de 2002. Là, on a un nouveau Charles Blé Goudé qui commence à porter son costume de leader politique, qui se jette dans l'arène et qui affiche ses ambitions. Maintenant, vous l'avez dit, il est comme le président Gbagbo, le Premier ministre Soro, il part avec un handicap, celui de ne pas pouvoir compétir parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mais je pense que quand on écoute Charles Blé Goudé, il est inscrit dans une dynamique de dialogue. Il souhaiterait, et je pense que récemment, même, il a dit dans son propos, un de ses verbatim où il disait que il interpellait le président de la République, il en faisait une doléance pour qu'il bénéficie de la loi d'amnistie pour qu'il puisse compétir. Et je pense qu'il ne faut jamais faire l'économie du dialogue entre acteurs politiques parce qu'autour de la table, on discute des désaccords. On ne discute pas des accords. Très bien, Marie. Marius, comment est-ce que vous avez écouté l'adresse du président du COJEP, Charles Blé Goudé, son propos, comment est-ce que vous le trouvez, le fond, la forme, et puis on rappelle comment faire justement pour que cette alternative crédible qu'il désire être ou qu'il dit être soit véritablement positionnée pour laisser libre choix aux Ivoiriens. Moi, j'ai connu le Charles Blé Goudé dans la galaxie patriotique sous le régime du président Laurent Gbagbo, mais bien avant, je l'ai même connu au lycée. Pourquoi on fait ce rappel, Marius? Non, parce que ce n'est pas les mêmes personnes aujourd'hui. Il y a une grande différence entre le Charles Blé Goudé au lycée d'Abengourou,
le Charles Blé Goudé, patron de la galaxie patriotique sous le régime précédent, et le Charles Blé Goudé, revenu de la Haye, C'est une autre époque en même temps. président d'un parti politique. C'est une autre époque. De la Marius. Haye, président d'un parti Oui. politique. C'est une autre personnalité qui a totalement mûri et qui sait où il va. Tenez-vous bien. Lorsque, par exemple, dans son adresse à la nation, il évoque la question justement des préoccupations que vivent les Ivoiriens. Il touche du doigt les questions de lutte contre la vie chère et qu'il partage ses peines avec les populations. Face donc à l'augmentation du coût de l'électricité, à l'augmentation du coût du carburant et de la vie même chère en général, il est soucieux des bien-être des populations. Et ça, beaucoup de nos hommes politiques ne s'expriment pas en parlant de ces faits qui nous préoccupent, de nos quotidiens. Ceux qui parlent de la vie chère, il y en a qui parlent de la vie chère, Marius. Mais de quelle façon? À la limite, si ce n'est pas expéditif. Mais lui, il évoque des sujets et même il va plus loin en donnant des conseils. Il demande, et ça, il s'adresse à la jeunesse ivoirienne quand on voit dans quel contexte de déliquescence totale, morale, au plan moral, où se trouve notre jeunesse. Il leur dit de refuser la facilité, de se battre pour être ce qu'ils sont, pour être ce qu'ils doivent être. Il leur dit même d'ailleurs d'éviter la corruption et de porter des valeurs. Mais c'est un homme qui naturellement démontre que lui, il porte des valeurs et que ces valeurs-là doivent incarner sa gouvernance si d'ordinaire les Ivoiriens lui faisaient confiance. Un peu plus loin, il reconnaît avoir une dette envers le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il a fait, lui Charles Blé Goudé, parce qu'il ne s'est pas fait seul. Toutes ces grandes mobilisations que nous avons connues par le passé, avec Charles Blé Goudé en tant que leader de la galaxie patriotique, c'est grâce au peuple qu'il a pu faire ces mobilisations. Et donc, il est conscient de ce que le peuple a souffert pour lui. Il se souvient même de la diaspora ivoirienne qui, naturellement, s'est mobilisée dans le froid polaire. Très bien. Au moment où il était encore en prison, hors du pays, qui s'est mobilisé comme un seul homme pour demander sa relaxe. Aujourd'hui, revenu dans son pays, il envisage gouverner son pays. Est-ce que vous pensez que justement l'appel qu'il lance au dialogue politique pourrait être entendu? Parce que pour pouvoir réaliser son projet programme, dont on a quelques lignes ici, pensez-vous qu'il pourrait être inscrit un jour? On revient sur la même problématique. Le Charles Blé Goudé que moi j'ai connu, par le passé, ne s'engagerait pas sur cette voie. Il y a longtemps qu'il aurait déjà appelé ses militants et ses sympathisants à une manifestation. Mais le Charles Blé Goudé que nous disons avoir mûri appelle à une table de discussion. Pourquoi nous nous appelons? Sera-t-il entendu? Mais il faut bien qu'il soit entendu. D'ailleurs, je suis un fervent partisan de cette table de discussion. Il faut que le président Ouattara accepte de discuter avec son opposition. C'est plus qu'important. Et nous l'implorons, nous demandons sa magnanimité, qu'il n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure de son camp politique, qu'il accepte d'aller à la table de discussion avec son opposition pour pouvoir trouver des solutions palliatives à une élection inclusive permettant aux uns aux autres de pouvoir candidater. C'est tout. Il n'y a pas d'oiseau de mauvais augure, Marius. Alors, Aïcha, quel est votre point, justement, sur l'adresse du président Charles Blé Goudé? Alors, c'est un discours qui a apaisé. C'est un discours qui a apaisé. Effectivement, la forme, comme l'a dit Barry, est aussi sage. Le délai est sage également au niveau de la prise de parole. Donc, le discours est apaisé. Il a choisi de parler aux femmes. Il a choisi de parler aux plus démunis, donc l'autonomisation de la femme, les plus démunis, les orphelins aussi. Effectivement, c'est un homme de gauche. Il l'a démontré. Je note quand même que M. Charles Blé Goudé est quand même habile. Il ne parle jamais d'être président. Là, il parle de sous ma gouvernance. Bon, il n'a pas dit sous ma présidence. Il a dit 2025 se fera avec moi. Bon, on ne sait pas exactement dans quel poste. Il a dit aussi plusieurs fois, je serai là pour soutenir si jamais c'est pas moi. Bon, ça veut dire qu'il s'inscrit dans 2025 sans forcément s'inscrire en tant que je veux être président de la République. C'est très malin. Mais si on est factuel avec ce texte, si on est factuel, oui. Si on est factuel avec ce texte-là, est-ce qu'il ne se positionne pas en disant j'ai servi devant, j'ai servi derrière, au milieu, je veux servir devant et je suis l'alternative crédible? Tout à fait, on peut considérer que c'est un positionnement, mais en même temps, on sait comment la politique fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas pour lui, puisqu'il n'est pas éligible, il pourra dire « je n'ai pas dit ça ». Donc c'est habile, c'est ce que je voulais dire.
Très bien, messieurs. Quand on finit d'observer un peu ce que le président Charles Blé Goudé a dit dans son adresse à la nation, à ses militants, allons du côté du Congo. Et avec votre permission, nous allons regarder un peu ce qui se passe. Alors, plus de 300 Kuluna. Qui sont les Kuluna? Ce sont ces gangs urbains, ou vous pouvez les appeler également, comme on le disait en Côte d'Ivoire, voilà, Oui. les enfants en conflit avec la loi. Alors, on les appelle au Congo les Kuluna. Donc, plus de 300 Kuluna, gangs urbains, arrêtés et condamnés lors de 11 audiences foraines. Kuluna, qui veut dire grand banditisme urbain, il désigne donc ces jeunes organisés en bande de hors-la-loi, incontrôlables, qui ont pour objectif de voler et de faire mal avec des armes blanches, généralement des machettes, couteaux et pierres. Alors, ces jeunes-là sont des récidivistes. Et le ministre congolais de la Justice a été ferme. Ils ne feront pas demi-tour sur leur démarche parce qu'au Congo, la peine de mort existe. Herman, comment est-ce que vous observez cette actualité congolaise? Quand tu lis les faits d'armes de ces jeunes-là, bon, on se croirait à une autre échelle du phénomène qu'on appelle ici les microbes. Vous ne pouvez pas rentrer dans les hôpitaux au nom de votre misère ou quoi que ce soit, rentrer dans les hôpitaux et commencer à taillarder même les patients, les malades qui y sont, rentrer dans les églises et puis faire ce qu'on veut. Moi, je pense que lorsque la plaie arrive à ce stade de gangrène-là, qu'il faut appliquer des mesures drastiques. Je ne suis pas partisan forcément de la peine de mort, mais je me dis qu'est-ce qu'on peut bien faire pour les dissuader. Jusque-là, j'espère que c'est une peur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a le pouvoir congolais a lancé, à l'effet de leur faire vraiment peur et de les avertir pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font là, on ne doit pas le faire. On ne peut pas, parce qu'on a eu des passés difficiles ou des enfances difficiles, un cheminement difficile, essayer de créer aussi de la misère aux autres populations. Et en même temps que le gouvernement congolais est en train de prendre ces genres de mesures-là, il faudrait qu'il pense aussi aux mécanismes de tuer les gemmes. Parce que ces enfants, c'est vrai qu'aujourd'hui, leur attitude, leur comportement amène à ces mesures drastiques-là, mais c'est parce qu'il y a quand même eu un passif et des contraintes de vie qui les ont menés à cela. La plupart, certainement, on sait que depuis longtemps, le Congo est un pays en conflit de façon générale. Donc, il faudrait qu'ils adressent la question à l'origine. Alors Barry, ces personnes condamnées sont entre 18 et 35 ans. Déjà 127 ont déjà été exécutées. Il faut rappeler que le Congo a la peine de mort, c'était depuis 1981, que le pays l'avait aboli en 1981 et rétabli en 2006. Alors vous observez justement cela comment et quelle solution au total pour éviter justement qu'on ait encore une recrudescence des Kuluna au Congo? D'accord, Christelle. Quand moi j'ai vu déjà l'actualité sur ces jeunes, j'ai essayé de faire mes recherches. Je suis tombé sur une étude du professeur Sylvain Tchomba Kinyamba, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Kinshasa. Il a travaillé sur la question de la sécurité en zone urbaine. Et dans cette étude-là, il a identifié deux groupes de jeunes. Les Chégué, qui sont des jeunes qui évoluent en zone urbaine, mais qui sont moins violents que les Kuluna. Les Kuluna, à la base, ils ont même créé un concept qu'ils ont appelé le kulunisme. C'est-à-dire, en lingala, ça correspond au geste suicidaire. Donc, ces jeunes-là, la plupart sont issus de milieux ruraux. Vous savez que le Congo, depuis 1960, est confronté périodiquement à des violences. Bien sûr. Et on sait que l'histoire des enfants soldats sous la présidence du président Laurent Désiré Kabila avait marqué les gens parce qu'il avait pratiquement toute sa garde rapprochée qui était composée. Oui, Laurent Désiré Kabila, qui étaient des anciens enfants soldats, dont le plus célèbre fut Rachidi Mouzene, qui a ouvert le feu et a tué le président Kabila en 2001. Donc c'est pour dire que dans ce travail-là, le professeur, il a quand même essayé de relever les causes, puisque Herman en parlait tout à l'heure. Parmi les causes, il y a les violences politiques, il y a l'abandon, il y a l'exode rural, parce que les zones rurales en RDC sont à côté, sont riveraines des zones d'exploitation minière.
Et on sait que la plupart des zones d'exploitation minière sont fréquentées par des groupes armés. Et donc, c'est ce qui fait que les enfants migrent. Et les 2 zones du pays où la criminalité est élevée, c'est à Kinshasa, la plus grande ville du pays, et à Mbuji-Mayi, la 2e ville la plus peuplée, qui est dans la province du Kasaï oriental. Donc, si on veut régler le problème, il va falloir penser à régler les questions de conflits qui touchent le Congo depuis 1960. Alors, Marius, comment est les personnes qui sont un peu touchées par tout ce qui se passe, parce qu'à l'écran, vous voyez un peu la prière, la dernière prière de ces enfants. Oui, c'est des enfants, ces enfants-là qui vont être exécutés, parce que je le dis bien, le Congo applique la peine de mort. Certains porte-parole des droits de l'homme estiment qu'il y a peut-être une autre alternative que la peine de mort. Comment est-ce que vous réagissez à cela, justement, Marius? Oui, les organisations de défense des droits de l'homme jouent leur rôle, lorsque naturellement ils interpellent les gouvernants de la RDC sur la nécessité de trouver d'autres voies. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, Herman le disait tantôt, pour le cas des microbes, les mêmes organisations de la société civile et donc recommandaient d'ailleurs au gouvernement les mêmes solutions, c'est-à-dire trouver d'autres solutions que la peine de mort. Voilà. Et bon, ici, c'est vrai que, et ça c'est le lieu même de féliciter le contrôleur général, aujourd'hui passé directeur général adjoint chargé de la sécurité publique de la police, qui à l'époque, quand il était préfet d'Abidjan, a dû faire un travail précieux et appréciable qui aujourd'hui nous a donné les résultats que nous avons au niveau national. On ne parle plus aujourd'hui de microbes comme on en avait connu. Comment des enfants de cet âge, 14 ans, 12 ans, comme on en a connu en Côte d'Ivoire, se lèvent, prennent des machettes, des couteaux, agressent des personnes âgées, les dépouillent de leurs biens jusqu'à leur ôter la vie. Et puis on nous demande de proposer des solutions. C'est des bandits. La vie des policiers également. Mais c'est des bandits. C'est plus des enfants. Parce que, tenez-vous bien, combien vous allez donner à mon fils ou à votre fils ou à la fille d'Herman pour aller faire ces choses-là? Pourquoi nos enfants ne le feront pas et les enfants des autres? Nous tous, nous connaissons la vie chère. Nous tous, nous connaissons les difficultés de la vie. Mais ce qui n'explique pas qu'on prenne des armes blanches et aller ôter la vie des gens jusqu'à entrer dans des centres de santé publique pour taillader, pour employer les termes d'Herman, pour taillader des gens. Moi, c'est ma vision des choses. Parce que... D'accord, Marius. Mais bon, je ne vais pas plus loin. Voilà, on va écouter Aïcha, puisqu'il nous reste quelques minutes pour terminer l'émission. Je trouve ça quand même assez dur. La peine de mort. Oui, je trouve que est barbare, parce qu'on ne parle pas de mort, on parle d'exécution. De répondre, oui, messieurs, de répondre au mal par le mal, je trouve ça quand même assez... de répondre au mal par le mal, je trouve ça quand même assez disproportionné. Je suis d'accord avec vous que trop, c'est trop, effectivement. La nécessité d'une sanction exemplaire, je la comprends, mais je pense que la condamnation à perpétuité, par exemple, est une bonne solution, à part si les prisons sont engorgées, et que là, c'est un autre problème qu'on essaie de régler en tuant des gens, les exécutants, je répète. Quelle est la cause profonde, en fait? Il faut se la poser aussi, du grand banditisme de ces jeunes personnes. Est-ce que c'est la pauvreté, le chômage, la précarité de l'emploi? Il faut se poser la question et aller justement régler ces problèmes-là. Parce que cette centaine de personnes qui est décédée, elle cache combien d'autres milliers de personnes derrière? Qu'est-ce qu'on fait? On tue tous les jeunes du pays qui sont délinquants? Comment est-ce que vous observez le fait que ces personnes-là rentrent dans des lieux de culte et commencent à l'arme blanche à agresser tout le monde? Mais c'est pour ça que les prisons existent. D'ailleurs, le Premier ministre, le ministre de la Justice l'a dit lui-même, une prison en tout cas est en cours de construction en ce moment. Alors peut-être qu'il aurait fallu ou qu'il faut attendre. Selon plusieurs experts locaux, un petit bémol quand même, une petite nuance, selon plusieurs experts locaux, des avocats notamment, ce serait pour les effrayer en fait ces jeunes-là, et il n'y aurait pas encore en tout cas de peine ils ne seraient pas exécutés. Voilà, ce serait pour les effrayer et c'est ce que je dis là, pour donner une sanction exemplaire publique, ce que je peux comprendre. Juste pour parler de la Côte d'Ivoire très rapidement, la RDC, j'essaie d'aller vite, la RDC est abolitionniste mais n'a pas ratifié le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort que la Côte d'Ivoire, elle, a ratifié. L'ONU d'ailleurs nous qualifie de champion abolitionniste depuis l'indépendance, donc ça a été publié en juillet 2024 et on fait partie des meilleurs pays au monde pour cela.
Donc continuons comme ça et on Alors envoie je le mal voudrais par le juste mal. clarifier quelque chose, Aïcha. Il a été précisé dans le texte que ces jeunes âgés de 18 à 35 ans étaient des voleurs de armés, bandits urbains, connus localement, machin, sous le nom de Koulouna. Permettons à Barry. Non, je termine. Juste Marius. un petit. Oui, allez-y. Alors, vous savez, quand on n'a pas vécu les dérives que ces jeunes font vivre à des familles, on peut parler de droits de l'homme. Mais si d'ordinaire, un de nos proches aurait vécu ce que ces jeunes-là ont fait subir à des familles, je pense que le discours changerait. Très bien. Barry. En fait, je voulais donner les statistiques du professeur Kinyamba. Oui, allez-y. Il y a 66,5% des jeunes qui ont un profil socio-anthropologique de jeunes désœuvrés. 17,7% sont des jeunes démobilisés, c'est-à-dire qui ont appartenu à des groupes d'autodéfense. 9,1% sont des ex-agents de l'ordre et 6,7% sont autres. Donc il y a une panoplie de profils dans le groupe. Donc si on veut régler le problème, il va falloir penser à la résolution des différentes crises politiques qui touchent le Congo. Rapidement, on termine avec vous, Herman. Non, ce que je voulais dire, moi je ne pense pas que la solution, jusque-là, j'ai pensé que c'était pour les effrayer. Il ne faut pas ôter la vie aux gens, il y a des mécanismes. Si il faut construire des prisons, trouver, parce que des systèmes de resocialisation de ces enfants-là, c'est vrai que c'est parce que peut-être qu'ils ont été victimes eux-mêmes qui sont aujourd'hui des personnes qui sont... Dans tous les cas, on va suivre donc de près les événements du Congo en priant vraiment, en priant Dieu, que Dieu nous épargne de ce genre de situation. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette émission soit. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Bonsoir.